Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui pendant des prochaines minutes. Tout de suite, le principal titre. Le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue russe participent par vidéoconférence à un événement historique marquant l'installation de la cuve du réacteur de la première unité nucléaire. Les habitants du plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban pleurent des jeunes tués dans une agression israélienne nocturne. Information en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont assisté aujourd'hui par vidéoconférence à la cérémonie d'installation du cuve de pression de première à la centrale nucléaire d'Al-Dab'a. La cérémonie a commencé par un film documentaire sur le titre « Une énergie qui fait l'avenir » qui parlait de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a en tant que projet le plus grand en Afrique pour la production de l'énergie. Au cours de la cérémonie, le président Sisi a remercié le président Poutine pour sa participation à cet événement historique et pour son soutien continu à ce projet stratégique. Le président Sisi a de même indiqué que ce projet est le fruit des efforts conjoints et de relations stratégiques reliant l'Égypte et la Russie, affirmant que ces relations sont basées sur le respect mutuel et les intérêts communs. Le président Sisi a aussi souligné que les relations égypto-russes sont surmontées les divers obstacles régionaux pour accomplir cette réalisation. Précisons que la coopération entre deux pays dans le domaine de la mise en place de tels projets s'étend aux années 60. Il a ajouté que ces projets sont des géants projets nationaux d'une grande valeur et d'une grande importance pour l'Égypte. Des projets qui envoient des messages bien clairs que nous allons progresser malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Le président Sisi a d'autre part indiqué que la sagesse de ces décisions est de fournir à l'Égypte la capacité de posséder l'énergie nucléaire pacifique qui garantit une source stable d'énergie en dépit de toutes les crises possibles telles que la hausse des prix des carburants. Moustapha Madbouli a rencontré le directeur général de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom, Alexei Likachev, en marge de la cérémonie d'installation de cuves de pression de réacteurs de la première unité nucléaire de la centrale d'Al-Dab'a. La réunion à laquelle ont participé des responsables égyptiens, l'ambassadeur de Russie a apporté sur l'avancement du projet nucléaire qui connaît des progrès importants. Madbouli a souligné que le projet d'Al-Dab'a représentait un pilier essentiel pour la vision Égypte 2030 et dépasse la simple production d'électricité. Il a de même insisté sur le fait ou l'importance de renforcer la coopération avec la Russie, notamment dans la formation des cadres égyptiens. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que la réunion avait mis l'accent sur l'accélération des étapes restantes du projet et sur l'élargissement de programmes de formation en partenariat avec Rosatom. Également, on poursuit de la propagande électorale pour la première phase des élections législatives dans les circonscriptions où les élections seront réorganisées le 1er et 2 décembre à l'étranger, les 3 et 4 décembre à l'intérieur de l'Égypte. Le recours électro contre la décision de l'autorité nationale électorale doit être déposé au cours de 48 heures suivant l'annonce de ces résultats, soit au plus tard le fin février. De son côté, la haute cour administrative doit se prononcer sur ces recours dans 10 jours, du 21 jusqu'au 30 novembre. L'autorité nationale électorale avait annoncé hier les résultats de la première phase des élections du Conseil des députés. Elle a annulé la première phase du scrutin dans 19 circonscriptions électorales réparties sur 7 gouvernorats à cause de violations majeures concernant les candidats indépendants. Sur le plan régional, le centre médiatique palestinien a cité que l'artillerie de l'occupation israélienne avait ciblé la région d'Ashaïma, dans le nord de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Dans le sud de Gaza, des sources palestiniennes ont de même indiqué que l'armée de l'occupation israélienne avait mené un raid aérien contre le village de Beit Souhaïla dans la Zed el-Izza de l'Égypte à Gaza, a démarré son entrée aux Palestiniens dans la bande de Gaza via le portail secondaire du terminal terrestre de Rafah, en destination au point de passage de Khan Abou Salim et d'Al-Aouja. Selon un communiqué du Croissant Rouge égyptien, le convoi transportait des produits alimentaires, des carburants, des fournitures médicales et des médicaments. Ceci intervient dans le cadre des efforts égyptiens déployés pour présenter le soutien alimentaire et de secours aux habitants de Gaza. Les habitants du plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban pleurent mercredi de jeunes tués dans une agression israélienne nocturne qui a visé, selon eux, un club sportif. Israël prétendant de son côté avoir frappé un camp d'entraînement du Hamas.
L'attaque sur le camp d'Ain el-Helwa, qui jouxte la grande ville de Saïda, dans le sud du Liban, a fait au moins 13 morts selon les autorités libanaises, soit la frappe ou l'agression israélienne la plus meurtrière depuis près d'un an. L'armée de l'occupation israélienne avait annoncé avoir visé un camp d'entraînement du Hamas palestinien, qu'il a accusé en retour de pure calomnie, affirmant n'avoir aucune installation militaire dans les camps palestiniens au Liban. Les agressions israéliennes ont provoqué un incendie et semé la terreur parmi les habitants du camp épargnés par la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah libanais, allié du Hamas palestinien, qui a pris fin il y a près d'un an. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont signé des accords portant sur le nucléaire civil, la défense à l'occasion de la visite du prince héritier Mohammed Ben Salman. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, les deux États ont ratifié une déclaration commune sur l'énergie nucléaire civile qui crée la base légale pour une coopération se chiffrant en milliards de dollars sur plusieurs décennies et menée dans le respect de règles fortes de non-prolifération. Par ailleurs, le président américain Donald Trump a donné son feu vert à un accord de vente d'armement majeur qui inclut de futures livraisons de F-35, des avions de combat américains de technologie avancée. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé qu'au moins 9 personnes ont été tuées par une frappe russe à Ternopil dans l'ouest de l'Ukraine, réitérant son appel à des sanctions efficaces contre la Russie. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières sur cette capitale régionale depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Des photos et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des bâtiments à plusieurs étages détruits, entourés de fumée. Selon l'administration régionale de Ternopil, la teneur en chlore dans la ville est 6 fois plus importante que la norme à la suite des attaques. Elle a de même appelé les habitants à ne pas quitter leur domicile et à fermer les fenêtres. Au cours de la nuit, plus de 470 drones et missiles russes ont été lancés contre l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué Volodymyr Zelensky, et de nombreuses régions évaluaient mercredi les dégâts. Les dirigeants ukrainiens ont estimé que ces attaques montraient que la pression sur la Russie était insuffisante. Une personne est portée disparue et 175 autres ont été évacués en raison d'un feu de grande envergure qui a touché au moins 170 bâtiments dans une zone résidentielle du Japon, selon le radiodiffuseur public du pays. Les pompiers se battaient toujours aujourd'hui pour éteindre l'incendie situé dans la ville de Wataoita, sur l'île de Kyushu, au sud de l'archipel, pendant qu'il se propageait dans la forêt toute proche. Des vidéos filmées hier soir ont montré des pompiers arrosant des flammes géantes ravageant des maisons, tandis que des personnes étaient conduites vers un centre d'évacuation improvisé. L'incendie s'est déclaré tard hier, entraînant l'évacuation de 115 foyers, soit 175 personnes, alors que 300 maisons dans une partie de l'Oita sont privées d'électricité. L'armée pakistanaise a annoncé la mort de 23 armées lors de 2 opérations lancées par les forces sécuritaires dans le nord-ouest du pays. L'armée pakistanaise a affirmé que les forces de sécurité avaient exécuté l'opération après des renseignements indiquant la présence des hommes armés dans la région. Des accrochages déclenchés entre les forces et les armées ont provoqué la mort de 11 d'entre eux. L'armée pakistanaise a également souligné que les opérations de déminage sont en cours pour éliminer tout élément armé restant. À New York, le portrait d'Elizabeth Lidrge, portrait peint par l'Autrichien Gustav Klimt, est vendu à 236,4 millions de dollars, devenant ainsi la 2e œuvre la plus chère jamais adjugée aux enchères, après le Salvator Mundi de Léonard da Vinci. En Égypte, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabi, a déclaré lors d'une table ronde organisée par l'autorité nationale de la presse que le canal de Suez avait généré, malgré les défis régionaux, des revenus records. Une déclaration qui résonne aujourd'hui avec une actualité positive. Les détails tout de suite. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle sportive concernant le monde du tennis. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a déclaré forfait hier pour la phase finale de la Coupe Davis à Bologne à 2 dès mardi en Espagne. Donc, c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne, la 2e chaîne nationale. Au revoir.